Bonjour, je suis Paul Bourdois et depuis 15 ans, j'évolue dans l'univers feutré et souvent discret de la gestion privée, gestion de fortune ou gestion de patrimoine au choix. C'est comme ça que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des centaines de personnes pour parler d'argent, pour parler de leur argent. Et je me suis rendu compte que chacun entretenait un rapport très particulier avec l'argent, qu'au-delà de la quantité, c'est la valeur qu'on y met qui change tout. Évidemment, le sujet est aussi universel qu'intime, parfois tabou, et charrie avec lui le rapport à l'argent de nos parents, de nos grands-parents et même des générations précédentes. On est finalement tous des héritiers et pas seulement financiers. Aujourd'hui, je suis le cofondateur de France SCPI, un site qui propose d'investir simplement dans la pierre papier, et je vous propose ce podcast, Gling. Échanger avec des personnalités sur leur rapport à l'argent, retraçant la route de l'enfance pour atteindre les premiers souvenirs qui rapportent à l'argent quand la pièce tombe dans la tirelire, Gling. Gling, c'est le podcast qui parle d'argent sans parler d'argent. Belle intro. Merci. Alors aujourd'hui, devant moi, avec moi, j'ai une personne qui s'appelle Manuel Herrero. Et Manuel, je vais te proposer, on se tutoie, je vais te proposer de te présenter mieux que je ne le ferai, tout simplement. Qui es-tu, Manuel ? Ah putain, ça commence par... qui je suis? Je m'appelle Manuel Herrero, j'ai 53 ans, je suis professionnellement producteur et réalisateur audiovisuel, essentiellement de documentaires. Je suis né et j'ai grandi à Toulon, dans le sud de la France. Je viens d'une famille de sportifs. Je ne dirais pas que ça me définit, mais j'ai beaucoup baigné dans l'univers du sport, dans mon enfance, dans mon adolescence. Et même aujourd'hui, finalement, c'est encore un sujet, un territoire qui est assez proche de moi. J'ai 2 enfants. Je suis marié en deuxième mi-temps de vie, après une première mi-temps qui a été belle aussi, mais qui s'est conclue. Et... dans les grandes lignes de l'état civil, ça sera à peu près ça. Ok, bon, merci pour cette présentation complète. Alors, producteur et réalisateur, en effet, en préparant cet enregistrement, j'ai vu que tu étais producteur-réalisateur, on va y venir avec le rapport à l'argent. Je suis pas stressé par cet enregistrement, mais je me contrains un peu. Parce que quand je vois tous tes faits d'armes, et notamment le dernier documentaire qui est La Grande Scène, je crois, qui est donc un documentaire sur la préparation de la cérémonie des JO, j'ai très peur de partir complètement de mon sujet, partir en vrille et de te poser plein de questions, parce que j'ai envie de te poser plein de questions. Ça m'est arrivé avec Éric Bellion, navigateur. Le navigateur, je connais. Je me suis retrouvé à lui poser des questions sur ses navigations et j'ai pas vu le temps passer et je me suis dit après... mais attends, mais tu parles complètement pas d'argent. Attention, donc je suis contraint. Donc, Bon, écoute, te contrains pas, mais c'est ton match. Après, je te suis dans tes questions. J'ai envie de te poser des questions là-dessus. Moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est comment on rassemble l'argent nécessaire
dans une production, dans un film, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours eu l'impression qu'on montait des projets quand on réalisait des films ou quand on les produisait à plusieurs millions d'euros parfois. Et qu'il y en a peut-être 2, 3 sur 10 qui fonctionnent, qui sont rentables, entre guillemets. Mais est-ce qu'on fait ça aussi pour que ce soit rentable ? Alors, l'économie du documentaire, c'est quand même, c'est un segment dans l'audiovisuel. Ces montants-là peuvent exister dans certaines productions, mais ils sont quand même assez rares. Le gros des documentaires produits pour la télévision sont des montants plus petits. Ensuite, généralement, le travail du producteur, c'est d'abord de proposer des idées, des promesses, des envies de films. Et il y a quand même toute une économie qui est là pour les financer. En premier lieu, les diffuseurs. Donc, ça peut être des chaînes de télé, ça peut être des plateformes, éventuellement des marques ou des acteurs un peu périphériques. Et après, il y a aussi tout un tas d'aides au financement. Donc, en fait, c'est quand même une économie qui existe et où je ne suis pas pionnier dans cette économie-là. Ensuite, c'est sûr que entre le nombre de films dont on aurait envie et le nombre qui se transforme en projet réel et financé, il y a forcément il peut y avoir du déchet. Donc en fait, le producteur, il prend aussi à sa charge et à son risque ce qu'on appelle le développement. C'est-à-dire qu'en effet, parfois, pour mener un projet à bien, il faut faire des castings, il faut réfléchir à des angles, il faut se documenter, il faut acheter peut-être des droits, il faut collecter de la documentation. Donc ça, c'est un temps qui prend de l'argent et sur lequel on n'est pas forcément sûr de se rémunérer si jamais le projet ne va pas au bout et s'il n'est pas acheté par une chaîne. Donc en fait, pour répondre le plus clairement possible à ta question, pour monter un projet, il faut d'abord avoir soit la conviction et de prendre son petit risque au départ. Après, tu l'évalues en fonction de la taille du projet, de la nature du projet, donc du film, quel est ton risque. Et la première étape, c'est d'aller convaincre un diffuseur de te suivre avec la promesse que lui le diffusera. Et c'est lui la première source de financement. Et une fois que tu as ça, après, il y a d'autres briques que tu adjoins qui peuvent être des ventes à l'international, par exemple, ou une coproduction avec un autre coproducteur ou avec un autre diffuseur ou avec un autre partenaire privé au public. Et puis après, il y a aussi des instances comme le CNC qui participent au financement. Ok, donc ce que tu dis, c'est que tu n'es pas en train tu te réveilles pas un matin en te disant je vais produire un documentaire, puisque c'est ton cas, tu es surtout axé sur les documentaires sportifs la plupart du temps. Tu te réveilles pas en te disant je vais faire un documentaire, en le faisant et en allant après voir des gens qui veulent bien te le diffuser. Non, d'abord tu sondes et ensuite tu... Alors après, il y a chacun a ses petites recettes aussi, et dans sa prise de risque, ça peut arriver aussi d'avoir des sujets auxquels toi tu crois profondément, qui mérite quand même pour pouvoir convaincre d'autres d'être enrichi, d'être un peu creusé, tu peux décider de commencer à tourner. Par exemple, tu peux dire mon risque, ça va être aussi d'investir quelques jours de tournage, de faire un petit teaser, de faire une plaquette. En fait, tu peux avoir quand même des outils de vente pour convaincre les gens à qui tu vas t'adresser qui sont plus ou moins développés. Tu peux être avec une petite page, un pitch, et aussi sur certains projets, tu peux y avoir passé beaucoup de temps en amont. Donc ça, il n'y a pas vraiment de règles. Et puis moi, ça m'est arrivé en effet de prendre de risques. Et je me dis, en fait, au plus j'attends, ça sera échec et mat du premier coup. Mais par contre, il ne faut pas que je joue trop vite. Donc je préfère attendre d'avoir tous les éléments, les bons accès, les bons accords, les bons droits et tout ça, d'avoir créé mon écosystème. Et le jour où j'irai voir un diffuseur, essayer d'inverser le rapport de force et pas être juste, excusez-moi, j'ai un petit pitch, ça vous intéresse? Oui, non. Désolé de vous avoir dérangé, je rentre chez moi. Mais écoutez, voilà, ça c'est un truc qui est imbattable. Je vais finir par le faire. Est-ce que ça vous ferait plaisir de m'accompagner ou pas? Et sinon, je vais aller en voir un autre. Donc, ça change un peu le rapport de force aussi. Ça a l'air ultra simple, comme ça. ouais, ça dépend. Ok. Mais la base, c'est que quand toi, tu crois vraiment à ce que tu fais et que vraiment ça te plaît. Moi, j'ai toujours pensé que quand même, la mer s'ouvrait devant la conviction. Donc, quand tu es vraiment convaincu d'avoir... ça m'est souvent arrivé d'avoir des refus ou des échecs. Mais par contre, sur les projets auxquels j'étais vraiment profondément attaché avec quelque chose de personnel et sur lequel j'avais une grande croyance, une grande conviction, une grande confiance, au final, j'ai toujours réussi à les faire. J'ai envie de te poser une question qui sort un peu du cadre. Donc, le documentaire La Grande Scène, que j'ai vu, qui est fou, dingue. Merci. Qui est en tout cas chargé en émotion et qui part crescendo. J'ai envie de te demander combien d'heures de rush tu avais là-dessus.
Alors là, j'ai pas compté, mais c'est vraiment beaucoup. Ouais. Là, c'était un film qui, par sa nature, si tu veux, suivre des gens en mouvement pendant une période assez longue sur un projet qui lui-même était assez tentaculaire, parce que c'était le making-of, on va dire, l'histoire de la conception, de la fabrication et de la livraison de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. 500 jours avant. Ouais, Ouais. moi, c'est longtemps que je l'ai mûri, tu vois, Ouais. si on reboucle avec ta première question, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis assez longtemps. J'avais déjà travaillé avec Paris 2024, je les connaissais assez bien depuis le tout début. On était déjà à Rio ensemble, ils étaient que 8 et ils étaient en candidature pour l'obtention des Jeux de 24. Donc c'était une toute petite équipe. Oui. Donc j'ai pas intégré, mais je les ai rencontrés à ce moment-là. Et petit à petit, ça s'est évidemment déployé. Ils ont fini par avoir l'obtention des Jeux. Et quand j'ai entendu qu'ils avaient l'intention ou le rêve, le grand rêve de faire la cérémonie d'ouverture pour la première fois de l'histoire à l'extérieur d'un stade, dans la ville, et qui plus est sur la scène dans Paris, j'ai trouvé qu'il y avait tous les ingrédients dramatiques et visuels pour raconter une belle histoire. Et après, comme le projet était long, en effet, je crois qu'on a fini avec plusieurs centaines d'heures de rush. Mais il y en a plein aussi qu'en les tournant, je savais qu'il y avait 99 chances sur 100 que je les jette à la poubelle. Ouais. Mais il suffit qu'à un moment donné, il y a une phrase, un regard, une engueulade, un craquage, tu vois, qui apporte de l'intensité dramatique. Donc, on était obligé de couvrir aussi assez large pour avoir cette matière-là. Mais par contre, c'était beaucoup de temps de montage aussi. C'est-à-dire qu'il y a des films dont le montage s'écrit un peu à l'avance. Tu vois, si tu fais un film d'histoire, par exemple, sur un fait divers, un fait historique, tu peux un peu, grosso modo, avec tes interviews, écrire ta trame et quand tu rentres en montage, tu as déjà ta base. Là, je tournais en même temps qu'on montait, je ne savais pas ce qui allait se passer, il y avait une grande incertitude sur l'issue de l'aventure. Donc celui-là, il était compliqué, mais il était immensément gratifiant et humainement et professionnellement. Ouais, j'imagine, et filmé sur différents sites, dans un temps qui est quand même assez long, en effet, c'est quelque chose d'assez remarquable. Enfin, alors, filmer dans différents sites, c'est vrai que c'est chouette, mais ce que moi j'ai trouvé le plus palpitant, c'est qu'en fait, le documentaire, tu te branches quand même sur le réel. En fait, tu vois, la différence de la fiction, tu es avec des vrais gens qui vivent des vraies choses ou qui racontent des vraies choses, passées ou présentes, mais c'est du réel. Et là, suivre dans une certaine intimité quand même, des gens qui avaient en commun d'être au climax de leur vie professionnelle. C'est-à-dire tous vivaient objectivement un moment complètement unique de leur existence, où ils avaient mis complètement tout le reste entre parenthèses. C'était quand même un engagement absolu. Et d'être avec eux, proches d'eux, à ce moment-là de leur vie, qui avait, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress, il y avait quand même beaucoup d'éléments très forts pour eux. Bah ça, c'était quand même quelque chose d'assez contagieux et qui a mis aussi une énergie au projet. Puis après, on a forcément de l'empathie quand on suit des gens qui vivent des choses aussi dingues. Le matin de la cérémonie, à 7h du matin, dans la cellule de crise, moi, ça faisait 2 ans que je les accompagnais. J'étais avec l'équipe très réduite qui allait proposer le projet à Macron dans son bureau 2 ans avant. Je les ai vus passer par tous les états. C'était un projet tentaculaire d'une complexité infinie. Quelques heures avant, il pleut des cordes. Il faut prendre des décisions. C'est dans la cellule de crise. Il y avait une intensité dramatique qui était assez dingue que je n'avais jamais vécu avant. Okay. Et ça, c'est quand même quand on fait du doc. C'est aussi pour être dans ces moments-là qu'on fait ce travail, quoi. Et est-ce que tu n'es pas blasé ? Est-ce qu'après ce documentaire, tu te dis je revivrai jamais rien d'aussi intense ? Voilà, c'est toujours une question de point de vue. Si tu commences à te dire ça, tu peux arrêter tout de suite. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Moi, j'ai eu bien conscience que c'était un moment très privilégié, personnellement. Ça a été un moment aussi pour ma société qui était un moment important. Il a fallu un peu atterrir. Je pense, comme tous les gens qui ont été impliqués sur le projet des Jeux Olympiques. Alors moi, c'était vraiment modestement. J'étais un acteur quand même périphérique, mais je m'y suis engagé moi aussi à ma façon pleinement. Et je pense que pour tout le monde, ça a été une aventure assez dingue dont il a fallu revenir, moi le premier, et voilà, et après tu prends le temps pour, tu vois, je suis parti en voyage, j'ai fait des choses pour m'aérer la tête, pour changer un peu le mindset, et maintenant c'est l'heure de faire naître des nouveaux envies et des nouveaux projets, mais je sais que celui-là, il occupera quand même une place un peu particulière, parce qu'en fait c'est assez rare et assez unique. Oui, bien sûr. Et comment ça se passe ? Alors, c'est le CIO qui te donne full budget, si on doit revenir sur le sujet argent, c'est quand même le but, qui te dit, voilà, on finance le film et
quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression présidentielle. Alors ça, c'est assez rare, le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que généralement, quand même, il y a quand même un cadre, un périmètre. Moi, il se trouve que je connaissais assez bien les gens de Paris 2024, et notamment Tony Estanguet, sur lequel j'avais fait déjà un film précédemment. Donc voilà, j'avais une relation, on va dire, relativement de confiance, assez amicale avec lui et le cockpit des JO. Sur la base de ça, moi, je me suis assuré auprès d'eux d'avoir l'accès, d'avoir l'assurance que je pourrais les suivre dans ces moments-là, avec en effet quand même une ambition de full access, tu vois, d'avoir peu de contraintes, d'où l'histoire de la confiance qui est primordiale. Et à partir du moment où j'avais mon produit, avec ma vision, voilà, faire le build-up, l'histoire de la conception de cet événement assez dingue, à ce moment-là, il a fallu donc en effet le financer. Sur les films de sport, il y a une particularité qui peut se retrouver dans d'autres types de films, c'est quand même l'histoire des droits. Ouais. C'est-à-dire quand même que la marque, les Jeux Olympiques, c'est pas une marque gratuite, ça se saurait. Ça appartient à des gens. Donc en fait, à chaque fois qu'on veut parler, qu'on veut traiter, qu'on veut utiliser des images des Jeux Olympiques, forcément, on se heurte à des histoires de droits. Mais c'est pareil dans la musique, c'est pareil dans le cinéma, c'est finalement pareil dans beaucoup d'endroits. Ouais. Mais c'est quand même très fort dans le milieu du sport. Donc moi, j'ai été obligé d'aller voir le CIO, de leur dire, voilà les gars, j'ai ce projet, je pense qu'il peut vous intéresser parce que évidemment c'est aussi de mettre en valeur ce produit, donc votre marque. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, ne serait-ce que pour clearer les droits. À ce moment-là, il pouvait y avoir d'autres diffuseurs qui étaient intéressés, notamment des diffuseurs français, mais il se trouve qu'après réflexion, on va rentrer dans des détails qui peuvent être un peu ennuyeux, mais j'ai fait le choix de signer en direct avec le détenteur de droits, avec le CIO, donc qui a financé intégralement le film, et à partir de là, c'était eux, mon client économique et mon client moral, c'était Paris 2024. Mais tout ça appartenait quand même grosso modo à la même famille olympique, avec quand même des enjeux et des intérêts suffisamment communs que même s'il a fallu dépasser des petites contraintes humaines, juridiques, opérationnelles, on a quand même réussi à mener le truc à bien. On va remonter le temps. Et revenir à ton enfance, à ta famille. La première question qu'on pose en général aux invités sur notre podcast, c'est: est-ce qu'on parle d'argent à la maison quand tu es petit ? J'ai lu que ton papa, qui est une figure sportive et médiatique, évoluait dans le monde du rugby. En discutant un peu avant ce podcast, tu m'as dit que tes parents étaient tous les deux profs de gym, au collège ou au lycée, j'imagine, ou peut-être dans un club, je ne sais pas. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un rapport à l'argent chez toi qui est important, qui n'est pas important, qui est présent ou pas ? Alors bon, le rapport à l'argent, je pense qu'il existe dans toutes les familles et chez tout un chacun. Après, dans mon cas, dans le cas de ma famille, moi, j'ai grandi avec deux parents profs de gym, donc on va dire à l'époque, d'une classe moyenne, mais quand même assez éclairée. L'argent avait peu de place. J'en entendais parler parce que je savais qu'ils n'étaient pas riches, mais on vivait confortablement, on avait une jolie maison, on a toujours vécu confortablement. Ça n'a jamais vraiment été un sujet. Je les entendais entre eux, parfois parler de trucs d'impôts, comme les enfants peuvent intercepter des petites bribes d'infos, mais ça n'a jamais été un enjeu. Pour nous, j'ai jamais eu de tirelire, par exemple. Je n'ai jamais eu d'argent de poche. Je n'ai jamais négocié des émoluments étudiants. Tu vois, ça a toujours été un truc. L'argent, c'est un moyen. Il se trouve qu'après, finalement, mon père est devenu entraîneur de rugby, qui était un sport très amateur, mais il y avait quand même un peu d'argent qui circulait. Voilà, et puis après, il a eu un statut, quand même des succès qui lui ont permis d'accroître aussi ses revenus. Mais on n'a jamais été riche, on n'a jamais été pauvre, on a toujours été confortable. Et je trouve qu'ils avaient réussi à nous inculquer un rapport assez détaché, assez libre avec l'argent qui n'était pas... Alors qu'on peut avoir des sources d'angoisse sur, il faut gagner sa vie, on fait des études, on trouve un travail, etc. Mais dans mon enfance, c'était quelque chose qui n'existait pas vraiment, en fait. Voilà, on partait en camping-car l'été, on était très libre, on faisait des aventures. C'était une enfance assez joyeuse. Donc, il n'y avait pas cette pression-là. J'avais l'impression que la qualité des expériences, de la vie, des liens primait un peu sur le côté matériel de la possession. Et alors, tu as
une sœur, je crois, Ouais, j'ai une sœur, qui évolue Fanny, dans le qui est même plus... monde plus ou moins que toi, en tout cas, qui est Alors scénariste. c'est cousin, mais Ouais. elle est scénariste, de fiction, et un de ses faits de gloire, ça a été de créer la série qui s'appelle 10% Ouais. Ok. sur les agents de cinéma, Ok. et on a des liens assez proches et privilégiés. Ouais, ça fait, mais elle est elle est dans le secteur de l'audiovisuel aussi. Ok. Et je continue à l'appeler ma petite sœur, alors qu'en fait, elle a quand même vraiment bien grandi. Et vous bossez ensemble, ça vous arrive de bosser ensemble notamment Alors, elle est actionnaire minoritaire de ma société, mais c'était Ouais. presque un peu un principe au cas où. On a toujours eu, pourquoi pas, l'envie de faire des choses ensemble. Après, il faut trouver le bon projet. Je sais aussi que, tu vois, deviens ami avec les gens avec qui tu travaille pas forcément avec tes amis. Ouais. Avec la famille, ça peut aussi, voilà, ça s'est jamais imposé non plus comme une évidence. Il y a longtemps, alors qu'elle était vraiment, même pas scénariste, elle était lectrice pour un diffuseur. On avait commencé, moi j'étais en pleine reconversion, et on avait imaginé, on a vendu un film, on a écrit un film ensemble, donc son premier on l'a écrit tous les deux. Je pense qu'il est difficilement regardable 20 ans après, mais en fait on avait quand même fait cette expérience-là. Mais voilà, on a des liens suffisamment proches pour pas avoir un besoin non plus fondamental de travailler ensemble. Alors, si je te parle de ta sœur, c'est pour te poser la question qui est est-ce que vous avez, vous, les enfants de ce couple que tu Hmm. viens de décrire, qui sont tes parents, où la possession n'est pas au centre de tout, en tout cas, on peut être heureux différemment qu'en possédant. Est-ce qu'elle a, elle aussi, ce même rapport à l'argent? Est-ce qu'elle a reçu est-ce qu'elle a ouais, ce même rapport à l'argent Alors, que toi, tu peux avoir globalement, après, le rapport à l'argent, c'est quand même pluriel. Il faut creuser un peu, tu Ouais. vois. L'argent, c'est quand même aussi quelque chose de très émotionnel, en fait. C'est à la fois quelque chose de très abstrait, de très concret. Posséder de l'argent, c'est s'acheter du possible. Mais tant qu'on n'a pas converti ça en choses concrètes, ça reste quand même très abstrait. Donc, c'est complexe, l'argent. Sur le côté de la possession, c'est vrai que moi, j'ai quasiment jamais été propriétaire. J'ai acheté un premier appart, une première maison très tardivement. On n'était pas dans cette culture-là, se mettre à l'abri, la pierre. Il se trouve que mes parents, pourtant, avaient une maison qu'ils avaient achetée tout jeune avec leur premier salaire de prof dans les années 70, à l'époque où c'était certainement un tout petit peu plus simple. Mais ce n'était pas culturellement quelque chose sur lequel on nous a éveillés, peut-être à tort d'ailleurs, Mhm. ni sur lequel on nous a incités. Tu vois, moi j'ai toujours pensé que payer un loyer, en fait, c'était aussi la liberté de pouvoir se barrer quand tu voulais, d'avoir rien de devoir à personne. Donc on n'était pas vraiment possédant par culture. Ouais. Il se trouve que là, Fanny, elle a fini par acheter son appartement. Moi, j'en ai acheté un petit. Mais je pense qu'on a quand même des liens assez. Un rapport à l'argent qui a des points communs assez forts. Après, de nos expériences respectives de vie conjugale, familiale, professionnelle, certainement que le rapport s'aiguise ou se polit ou se shape un peu différemment, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'on n'est pas si éloigné sur le fond. Vous êtes anarchiste ou pas Ah non, 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 alors moi je suis vraiment pas anarchiste. Moi j'ai fait Sciences Po, j'ai fait l'essai, j'ai bossé dans un cabinet de conseil, j'ai une entreprise, je me sens absolument pas anarchique. Mon père dans l'absolu non plus, mais c'est quelqu'un d'assez charismatique, qui a toujours mis un bandeau rouge, tu vois, qui a une figure assez, voilà, dans son travail d'entraîneur de sport, qui a eu... voilà, qui a eu quand même une place dans le sport français, ou tout au moins dans le rugby, dans cette fameuse Ovalie. Donc, quand je dis qu'il était un peu anarchiste, c'est un peu caricatural, parce qu'après, il est plus réaliste que ça. Mais non, moi, j'ai pas ce rapport-là. Alors, si jamais l'anarchie, ça doit être un rapport un peu complexe à l'autorité, et aussi? avoir quand même une envie profonde de liberté, de peu dépendre des autres. Tu vois, moi, le salariat ne me convient pas très bien. J'ai un rapport assez compliqué à l'autorité. Mais hormis ça, après, on s'est aussi affranchi de ce modèle. C'est quoi ton premier souvenir avec l'argent? Tu vois, je pose la question. Jamy, qui a été un des premiers invités sur ce podcast, il me dit j'ai le souvenir d'une tirelire que mon frère casse pour aller à la fête foraine. Ouais, okay. Toi, tu me disais en préparant un peu cet entretien que tu n'avais jamais eu de tirelire ou tu en parlais jamais eu là à d'argent de l'instant. poche, moi. C'est quoi ton premier souvenir avec l'argent? Non, en effet, moi, j'ai jamais eu de tirelire. Je me souviens quand même dans les
les classes vertes, tu vois, les sorties d'école, que ça en parlait quand même d'argent, combien t'as dans ta tirelire. Il y en avait qui avaient des sommes pharaoniques, 400 francs, tu vois. Je me dis, les gars, mais sans déconner, comment vous faites pour accumuler de telles fortunes? Mais dans le fait, moi, je vivais très bien. Enfin, ça n'existait pas, les tirelires. Peut-être que ça a une vertu éducative, mais en tout cas, celle-là, je ne l'ai pas eue. En revanche, mon premier souvenir un peu marquant, ce serait que mes parents étaient des grands voyageurs. Ouais. Et ils ont toujours fait des grands voyages. Donc, on a été nourris aussi petits avec leurs récits de voyages d'été, même avant qu'on naisse. Ils étaient partis des mois en Amérique du Sud, faire des trucs en Amazonie. Tu vois. Donc, il y avait cette culture du voyage qui était très forte. Et quand j'étais donc petit, mais un grand petit, 8-10 ans, moi, j'avais qu'un rêve, c'était un jour, moi aussi, partir en voyage, qu'on m'emmène en voyage, voir ces contrées lointaines, ces peuples incroyables, tu vois, ramener moi aussi des souvenirs de voyage, des objets. Mon père m'avait toujours dit, mais tu sais, nous, en voyage, c'est pas les grands hôtels. Donc, il y avait quand même une culture, le voyage un peu roots, au plus proche des gens. Tu vois, pareil, avec plein de récits. Exagérer n'est pas mentir. Je sais pas exactement ce qu'ils vivaient, mais j'avais quand même l'impression que dans les années 70, voilà, ils roulaient pas sur l'or, qu'ils avaient ce rapport-là au voyage. Et il m'avait toujours dit, mais c'est compliqué de... Donc, en fait, il faut être prêt aussi à pouvoir dormir partout, des fois porter son sac, tu vois, des choses qui sont un peu plus difficiles et qui, peut-être, pour un petit enfant, peuvent être un peu exigeantes. Et donc, j'avais entrepris pendant quelques mois pour prouver que j'étais quand même suffisamment endurci, de dormir, non pas dans mon lit, mais par terre, sur une couverture, au pied de la cheminée, pour dire si jamais il faut aller dans des guest house, des petits endroits tout pourris, je peux dormir sur du dur. Alors, c'est pas un rapport à l'argent, mais de facto, ce qui s'en est suivi, c'est que petit à petit, et je pense que là où ils ont été bons, c'était aussi de nous faire quand même vraiment avoir des envies et des rêves, est arrivée l'option de l'année de mes 10 ans avant de rentrer en 6e, peut-être partir faire notre premier grand voyage sac à dos, qui était le label sac à dos, en Inde. Ce qui était quand même un projet assez dingue, seul avec mon père et une autre personne, un autre ami, mais sans ma sœur, sans ma mère, ma sœur était toute petite. Et là, arrive quand même, mais un voyage, c'est cher. C'est-à-dire qu'on peut pas, voilà, on n'y va pas en bicyclette, c'est cher. Donc, c'est quand même pas rien. Ça se valorise, en fait. Et là, pareil, quand même, qui était un petit gamin aussi plein d'énergie, je me suis dit, alors il faut que je participe à ça. En fait, il faut que moi aussi, je prouve que je peux payer mon voyage, entre guillemets. Et donc là, j'ai fait pendant quelques mois, je dirais une année scolaire, mais c'est peut-être un peu excessif, la tournée des grands-mères, des voisins, pour récupérer des vieilleries dans les greniers, dans les trucs, tu vois. C'était pas Halloween, on avait demandé des bonbons, mais si vous n'avez pas des vieux... alors, ça allait de la roue de vélo à des vieilles choses. Et on avait un ami qui était placier au marché aux puces de Toulon et qui me trouvait toujours un bout de trottoir avec, tu vois, sur 2 cartons, où quand même plusieurs dimanches d'affilée, je suis allé vendre au marché aux puces mes vieilleries pour réunir la somme de, à l'époque, 1200 francs, ce qui n'était pas rien en 82-83, et qui m'avait permis symboliquement de participer à mon voyage. Donc génial. Ça, c'est mon premier souvenir un peu fort d'argent. Je croyais que tu allais me parler de pièces ou de billets que tu voyais dans une tirelire que ramenaient tes parents. J'ai jamais eu cette fascination, non. Ah, alors aussi, je me rappelle quand même que les monnaies, les billets, mais c'était plus un truc de culture générale. Qui était le gars voir qu'il y avait des billets avec des palmiers, avec voilà tout. Déjà percevoir la culture et l'ailleurs qui s'incarnait dans cet objet de rien, de papier, que sont les billets. Ça, c'est vrai que j'ai un petit souvenir, mais moins marquant peut-être. Et donc, vous êtes parti combien de temps On était parti un été, je ne me rappelle plus exactement, plus d'un mois et peut-être un peu moins que 2, mais tu vois, genre 6-7 semaines. Ok. En Inde, mais en 82, c'était quand même, moi j'étais tout petit, j'avais 10 ans, c'était quand même quelque chose d'assez initiatique. Et je pense qu'eux-mêmes l'avaient fait aussi pour ça. Oui, bien sûr. Et donc, avec un ami, c'est ça il se trouve que c'était mon oncle, le frère de ma mère, qui lui aussi était un assez grand voyageur, avec qui ils avaient voyagé, c'était très proche avec mes parents, et il nous avait accompagnés. Ok. Hyper intéressant, souvenir en effet dingue. Et donc, toi, tu t'es construit finalement dans ce rapport à l'argent, si on continue, dans ce rapport à l'argent qui finalement colle à celui que t'ont transmis tes parents. T'es pas rentré en opposition avec ce schéma. Tu peux décider aussi de te dire, moi j'ai vécu dans un milieu modeste, où on manquait de rien, mais modeste, j'ai envie de faire fortune. Tu peux aussi faire ça.
Moi, j'ai jamais trouvé qu'on était particulièrement modeste, mais on était confortable. Et puis après, quand j'étais adolescent, il se trouve quand même que voilà, le rugby c'était un peu professionnalisé. Mon Oui. père quand même a commencé à faire plein d'activités, à être quand même assez bien rémunéré. Donc j'ai toujours pensé qu'on était quand même assez privilégié. Ouais. Donc je me suis vraiment jamais senti ni dans le besoin, ni même modeste en fait. Mhm. Surtout à l'adolescence ou jeune adulte. Puis après, ils m'ont toujours payé mes études. Donc, mais par contre. J'ai jamais eu à me construire en opposition, ça n'a jamais été trop un sujet. Après, en grandissant, quand il a fallu travailler, ben évidemment, quand même, tu vois, j'étais à l'ESSEC, une grande école de commerce, les gamins parlaient beaucoup d'argent entre eux, et les grilles d'embauche, Ouais. les grilles tarifaires, je sais pas comment on dit, de salariales d'embauche. Donc ça a pris évidemment une petite place. Ça a toujours existé, j'ai toujours été assez conscient des choses. Finalement, avec ce rapport un peu détendu, un peu plus liquide. Tu vois, on peut avoir un rapport solide à l'argent, vouloir avoir des choses solides qui existent, qui sont à la banque, des lingots, des apparts, quelque chose de très solide ou quelque chose de très liquide. Moi, je suis Mm. plutôt dans l'équipe des liquides, où ça vient, ça sort, ça rentre, ça circule. Il se trouve que j'ai aussi, en toute franchise, en vieillissant, puisque grandir, ça, au moment on finit par vieillir, ça m'a aussi causé, tu vois, des tracas. Des fois de me dire, mais en fait, peut-être que je ne me suis pas suffisamment mis à l'abri, j'aurais pu investir quand je vois quand même que j'ai toujours eu des boulots assez convenables, tu vois, plutôt bien rémunérés, même si j'ai pris des risques professionnels à certains moments de ma vie, mais que peut-être que j'aurais dû essayer de capitaliser, et voilà, il n'y a jamais eu d'angoisse pendant longtemps du futur. Ouais. En vieillissant, c'est vrai que 2 ou 3 fois, je me suis dit peut-être que j'aurais quand même dû ou j'aurais pu m'y prendre un peu différemment. Et ça a aussi fait naître quand même son petit lot d'angoisse. Mais je pense que viscéralement, ce rapport-là, qui était un peu culturel, le rapport à l'argent, il est toujours assez culturel, assez Mm. familial. Mm. D'abord parce que du côté de mon père comme de ma mère, eux-mêmes venaient de milieux assez modestes, rural, ouvrier. Ouais, dans chaque branche. C'est vrai que j'ai toujours déjà trouvé que c'était chouette de pouvoir vivre librement, confortablement, de se priver de rien. Moi, j'ai toujours privilégié un peu l'immédiateté du plaisir Mm. à la perspective long terme de la sécurité. Mm. C'est un pari qui est quand même risqué, tu vois, et encore une fois, ça fait naître parfois des petites angoisses, mais je sais pas si c'est prétentieux ou pas, mais je suis assez détendu avec ça, même si c'est un sujet aujourd'hui. Tu vois, j'ai une société, j'emploie des gens, je regarde mes comptes tous les jours, je fais des budgets, donc en fait l'argent est très présente. Ouais. Mais j'essaye en tout cas de me forcer à avoir un lien un peu neutre, où en dire en fait il faut pas confondre ses désirs et ses besoins. On peut parfois ils mettent tellement d'émotionnel, confondre la puissance que ça te confère, c'est parfois un leurre aussi, Ouais. mais tout en assurant quand même l'essentiel. J'ai 2 enfants qui font leurs études, qui me coûtent beaucoup d'argent, j'ai un fils qui est addict au jeu, donc en fait ça me renvoie aussi des trucs, tu vois. Donc en fait je suis assez modeste avec ça, avec le rapport à l'argent, mais j'essaye de le vivre de façon la plus épanouie, la plus détendue possible, dans la mesure du possible. Ouais, c'est marrant ce que tu dis sur l'argent qui est liquide pour toi, en tout cas, qui n'est pas solide, comme d'autres peuvent le concevoir. Liquide, ça implique aussi un côté fluidité, donc qui peut sortir facilement, mais qui peut aussi rentrer facilement. Donc je Ouais. note aussi ta confiance. Ta confiance. Tu as quelqu'un qui a confiance, tu sais que à un moment donné, même si ça sort, ça pourra rentrer. Voilà. Bah parce que j'ai toujours l'impression que rien n'est vraiment écrit en fait, tu vois, sans filer la métaphore sportive, tant que le match n'est pas fini, tu peux toujours faire une contre-attaque, tu peux toujours gagner, il y a des imprévus, et l'expérience m'a quand même montré à quel point tout ça a été assez irrationnel aussi. Donc j'essaye de la cultiver, cette confiance, je pense en avoir une certaine. Voilà, la confiance pareil, c'est quand même quelque chose d'assez fragile, qui fluctue, qui se nourrit. Mais je pense que quand on est entrepreneur, et qu'on essaye de se connecter avec des choses qui vraiment nous touchent, nous font du sens, et qu'on prend le risque pour vraiment vivre ces émotions-là, il faut savoir être un peu décontracté avec l'incertitude. Et moi, c'est vrai que plusieurs fois dans ma vie, j'ai été capable, non pas de faire tapis, mais d'apprivoiser d'assez grandes incertitudes sur le sujet du revenu. Et il se trouve que, voilà, je touche du bois, ça s'est finalement pas si mal goupillé, mais c'est sans cesse un nouveau challenge, et tu peux jamais penser que tu es sorti d'affaires, surtout quand tu t'es pas complètement mis à l'abri, ce qui est évidemment mon cas. Alors justement, tu viens de dire à demi-mot que tu avais éprouvé une situation avec ton fils qui avait un problème avec l'argent.
Est-ce que tu acceptes d'en parler? Oui, moi franchement, j'ai absolument pas de tabou. Puis là, on parle d'argent. Enfin, Non, mais on était sur la c'est... transmission. Tu me demandais est-ce que j'ai essayé de reproduire ou de transmettre un schéma qui, moi, avait été le mien, familial, culturel, autour de l'argent. J'ai essayé, mais je m'aperçois que c'est souvent plus complexe. Et que c'est vrai qu'avec notamment mon fils aîné, par exemple, j'ai rencontré dans ce chemin de paternité, de parentalité, que l'argent pouvait aussi être quand même quelque chose d'assez toxique. Ça s'est invité à ma grande surprise, et ça a été finalement aussi une façon de me poser des questions sur lui qui est... Bon, les adolescents ont toujours des besoins économiques. Après, tu vois, quelles sont les limites? Qu'est-ce que tu leur accordes? C'est pas si simple. Je pense que chaque parent essaie de faire comme il peut dans le monde dans lequel on est. J'ai fait ce que j'ai pu, en effet, en essayant de reproduire un peu ce qui avait été... pour moi, moi, c'est plutôt sur un rapport de confiance. J'avais pas de tirelire, ils en ont jamais eu non plus. J'ai toujours été là pour leurs besoins, à condition qu'ils abusent pas. Ça m'apparaissait un peu naturel, en fait. Sauf que l'épreuve des faits, et peut-être que le rôle des enfants, c'est aussi de te confronter à tes contradictions ou à te mettre en face de choses plus dures et que tu dois résoudre. Ce gamin, ça a assez vite eu un rapport lui-même assez trouble, assez difficile avec l'argent, au point de devenir très addict au jeu d'argent, au paris sportif, qui fait que dans mon lien avec lui, c'est vrai que j'ai une grande difficulté à trouver la bonne recette sur le sujet de l'argent. Et je me suis aperçu que l'argent dans le lien filial, c'était aussi porteur de choses beaucoup plus complexes, de conflits de loyauté, de se mettre en position de sauveur ou de victime. Il y a un jeu psychologique autour de la thématique de l'argent dans son rapport avec les enfants. En tout cas, moi, je l'ai ressenti dans le rapport avec mon fils, qui en effet a été assez challenging. Donc, quand je dis que j'ai un rapport assez détendu à ça, je crois que c'est vrai, je le dis le plus sincèrement possible. Mais par contre, dans ma parentalité, ça s'est quand même invité. Et je me suis dit, mais comment, là d'où je viens avec mon rapport à moi, comment mon gamin peut lui avoir ce rapport-là? Quelle mouche est tombée dans la soupe pour que ça devienne? Et puis ça l'a mis aussi dans des situations difficiles. Les situations difficiles, quand on est addict au jeu, généralement, ça ressurgit quand même sur l'entourage proche. Sûr, ouais. Et ça nous met toujours dans une position, on doit être un peu le sauveur pour éponger ou pour essayer de sauver. Mais la victime devient elle aussi une abuseur qui fait qu'on se retrouve nous-mêmes en position de victime. Donc tout ça est une triangulation, un jeu un peu psychologique qui, en effet, sur le sujet de l'argent avec mes enfants, je ne dirais pas, mais avec mon fils, est quelque chose qui a été assez douloureux, mais qui nous a aussi forcé à le regarder différemment, à en parler et surtout ne pas se donner trop de toute puissance. En fait, on n'est pas responsable et capable d'influer absolument sur la vie des autres, y compris de ses propres enfants. Ce ne sont que nos enfants et on n'est que leurs parents, entre guillemets. Et donc après, tout ça, ça s'aide aussi avec des psys, avec des gens dont c'est le métier. C'est venu te percuter, toi, dans ton rapport que tu avais avec l'argent? Tu t'es dit, mince, j'ai pas été peut-être assez, j'en sais rien moi, autoritaire. Je sais pas du tout. Alors, je sais pas, c'est le rapport à l'argent ou le rapport ou une forme ou un rapport à l'éducation. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas remis fondamentalement en question mon rapport à l'argent. Par contre, mon rapport à la limite, peut-être justement en ne valorisant pas, en ne sacralisant pas suffisamment l'argent, en disant un peu mon argent est le vôtre, en mutualisant ce côté-là, en pensant que l'amour, la confiance étaient des armes suffisantes pour induire un rapport un peu équilibré avec l'argent. Je me suis aperçu dans ce parcours de parentalité que c'était plus complexe que ça et que de temps en temps, on pouvait en effet avoir pas des surprises, mais alors ça se construit petit à petit. C'est pas un élément déclencheur du jour au lendemain. Il n'est pas devenu addict au jeu, mais c'est quelque chose qui s'est construit tout au long de son adolescence. C'était peut-être aussi une façon d'exprimer des choses plus complexes, de colère, suite à nos histoires à nous au sein de l'unité familiale, les séparations avec sa mère, etc. Mais voilà, si je parle de mon rapport à l'argent, il y a vraiment le mien, comment j'ai vécu mon travail, mon rapport à tout ce qu'on a discuté depuis un petit moment maintenant. Mais si je le transpose à la sphère très intime de la parentalité, en fait, de mon lien avec mes enfants et notamment avec mon fils, ça serait malhonnête de ne pas voir ou de ne pas évoquer quand même cette difficulté-là que j'ai eue. Et je pense que la difficulté à mettre des limites
à être très ferme et c'est peut-être de ne pas l'avoir suffisamment sacralisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon argent, moi, j'ai toujours l'impression que c'était l'argent de mes enfants parce qu'en fait, l'argent de mes parents, c'était un peu le mien. J'abusais pas, mais j'en avais, je sais pas. Et ce modèle-là, quand même, a éprouvé ses limites 30 ou 40 ans plus tard dans un autre environnement, dans un autre monde, avec aussi des forces en présence différentes parce que chaque individu a son existence propre avec aussi ses névroses, ses troubles et sa construction. Facteur exogène. Okay. Ouais, les miens comme les leurs, les siens. Ok. Et alors justement, est-ce que ton rapport à l'argent qu'on évoque depuis le début, est-ce que ça t'a fait faire des choix que tu regrettes aujourd'hui ou au contraire, est-ce que tu as toujours fait des choix qui t'ont bénéficié ? Je ne sais même pas si j'ai fait tant de choix que ça. Les choix professionnels, en fait, à chaque fois que j'ai essayé de me reconnecter avec mes émotions, mes envies, mes besoins émotionnels, qu'est-ce qui vraiment me fait du bien, qu'est-ce qui me procure du bonheur, honnêtement, ça a toujours été plutôt fructueux. Après, d'un point de vue purement capitalistique, économique, j'ai certainement fait des choix où j'ai certainement parfois ou été un peu laxiste, ou pas suffisamment prévenant, ou tu vois, avoir peut-être mis certaines limites à des gens, des collaborateurs ou mes gamins, ou en fait, tu vois, des gens avec qui je pouvais avoir de facto un lien où l'argent existait, certainement. Mais sur des choses fondamentales, j'ai pas de regret majeur. Si, j'aurais dû peut-être acheter plus vite une maison, tu vois, un appartement, voilà, mais... Dans le même temps, tu étais locataire. Au bout du bout, non, voilà. Là, puis finalement, j'ai toujours vécu dans des endroits qui me convenaient. Tu vois, là, je suis marié. J'ai la chance que ma femme ait un appartement sublime. Mes enfants sont logés. Enfin bon, c'est à la fois un sujet, mais qui se dépasse, en fait. Tu vois, je pense que je souffrirais plus si j'avais fait le choix de rester par confort, par nécessité de sécurité. Et je n'ai pas de jugement sur les gens qui ont ce besoin viscéral de sécurité. Mais je pense que ça aurait été abandonner ou faire des concessions sur des choses plus fondamentales que ce que j'ai fait. Maintenant, voilà. Et ce rapport à l'argent, donc, en tout cas, cette dimension IEP dans le sud de la France, donc à Aix, c'est ça. Puis l'ESSEC, ça te fait avoir un premier job qui est donc dans le conseil. Dans le conseil, oui. Et là, est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait de ta première paye ? Est-ce que tu as eu une dépense spéciale, somptuaire ? Est-ce que tu as eu quelque chose de particulier ? Je n'ai aucun souvenir. Alors, il se trouve qu'entre la fin de mes études à l'ESSEC, l'école de commerce, et mon premier travail, j'ai eu une période qui aujourd'hui révolue, où je crois que je devais être dans la dernière génération à devoir faire son service militaire. Ouais. Et à l'époque, il y avait un système où quand tu venais, quand tu avais la chance de venir d'une école un peu cotée, où il y avait un système où des entreprises pouvaient, entre guillemets, racheter ton contrat militaire, si tu veux, et t'envoyer faire un stage longue durée à l'étranger. Okay. Ça s'appelait la collaboration, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. C'est l'ancêtre du VIE Ouais, voilà, VSN, ça s'appelait, je crois, à l'époque. Ouais, okay. Et volontaire service national, un truc comme ça. Ouais. Et moi, j'ai fait ça, à la fois pour pas me faire réformer, j'avais quand même un petit sens moral par rapport, voilà, c'était un duty, quoi, un devoir, donc je voulais bien l'assumer, mais peut-être dans des conditions, voilà, qui étaient un peu plus privilégiées. Je suis parti à Londres pendant 2 ans, donc faire mon service militaire dans le service marketing d'Eurostar, où on était déjà semi-professionnel. C'était un stage qui était rémunéré et tout ça, donc là, finalement, j'ai juste plus demandé à mes parents et j'ai assumé ma vie, mais je n'avais pas fait de dépenses particulières. Et au terme de ça, comme les voyages ont toujours rythmé ma vie, j'ai fait un premier break après mon service militaire, donc cette expérience à Londres, où je suis parti pendant presque 6 mois tout seul, faire un grand voyage en Asie. Ouais. Et quand je suis rentré, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment bosser maintenant. Donc là, j'ai commencé à faire du conseil aussi parce que c'était bien payé, aussi parce que ça pouvait m'envoyer à Londres. C'était une ville que j'aimais beaucoup et j'avais envie d'y habiter encore un petit peu. Et je n'ai pas souvenir d'avoir fait de dépenses particulière à part du quotidien, trouver un appart, acheter enfin un costard et des shirts et voilà. Ok, bon. Gonzague de Blinière qui nous a mis en contact. Lui, qui est un ami que j'appréciais beaucoup. Se souvient avoir acheté avoir acheté un lopin de terre, de la terre. Tu vois, c'est ça. Parce que c'était pour lui important. Ouais, moi, mon premier salaire, entre guillemets, je l'ai mis de côté pour pouvoir partir en Inde. Ouais. Ok. Voilà, mais peut-être que le lopin de terre, est-ce qu'ils m'ont coûté plus cher qu'un voyage en Inde ? Je ne sais pas, ça dépend où.
J'ai envie de te demander ta dépense plaisir, mais je crois que je sais, ça va probablement être un billet d'avion ou un billet de train. J'ai un rapport au loisir qui est assez gourmand. Ça, Ouais. c'est une évidence. Moi, les dépenses, elles sont où, entre guillemets, utilitaires. Il se trouve que là, je suis dans une période de vie où j'ai quand même 2 enfants qui sont des jeunes adultes, qui sont encore à charge, qui font leurs études, qu'il faut loger, entretenir et tout ça. Donc, c'est quand même mais c'est aussi c'est presque du plaisir aussi parce que ça te valorise aussi de pouvoir assumer Hmm. cette fonction-là, ce rôle-là. Après, dans mon cas, moi, mon luxe a toujours été de pouvoir manger au resto quand je voulais, prendre des taxis quand je voulais, inviter des. Voilà, j'aime. Je préfère ce luxe. J'ai pas de grands rêves de montres dispendieuses et de costumes chers. C'est plutôt des petites dépenses au quotidien qui font que j'ai la perception de ne jamais me priver. Ouais. Voilà, c'est plutôt ça que j'aime. Et en effet, les loisirs, les voyages, les vacances, que ce soit pour moi ou pour mes proches, c'est probablement celle que je considérais comme mes dépenses les plus plaisir, entre guillemets. Ok. Tu parles de tes enfants, donc tu as 2 enfants. Mm. L'éducation, toi, que tu as reçue, et on continue, si tu l'as pas remarqué, on continue à dérouler le fil de ta vie Je pour t'en prie. arriver à ta vie de parent. Est-ce que tu leur transmets une éducation financière qui est finalement proche de celle que tu as reçue, ou est-ce que tu les éduques différemment? Comment comment tu te définis? Alors, ça, c'est pas le truc le plus simple pour moi de bien le synthétiser parce que j'y suis encore un peu en plein, en Ouais. vérité. Bon, déjà, je pense que l'éducation, t'en es pas le seul dépositaire. En fait, quand tu fais un enfant, généralement, t'es deux. Donc, tu n'es quand même que 50% de Ouais. l'éducation. Et puis, dans ce rapport-là à l'argent, je pense qu'on charrie consciemment ou très inconsciemment tout un tas d'injonctions, Mm. d'histoires, de modèles, de cultures qui nous dépassent un peu et qui nous précèdent surtout. Donc voilà, moi j'avais la mienne, la mère des enfants avait certainement la sienne. Donc l'éducation qu'on leur a transmis sur ce sujet-là est certainement un peu hybride et le produit de nos deux cultures et nos deux expériences. Après, j'ai essayé, je ne sais pas si on peut reproduire dans un temps différent. Voilà, moi, j'ai grandi à Toulon, dans une petite ville de province dans les années 70. Je ne suis pas sûr qu'en fait, les schémas soient complètement adaptables avec des ados à Paris en 2020, tu vois. Ouais. Donc, finalement, le monde a aussi changé. J'ai certainement essayé inconsciemment de reproduire, parce que j'avais l'impression que ça avait relativement bien marché pour moi, ou en tout cas, ça m'avait pas frustré, ça m'avait donné plutôt une sensation de bonheur. En fait, j'ai la sensation d'avoir plutôt vécu une jeunesse et une enfance assez heureuse et assez joyeuse. Donc, probablement que j'ai essayé de reproduire un peu ce qui me semblait, enfin, ce que j'avais reçu moi. Sur le rapport à l'argent, les mêmes moules ne faisant pas les mêmes gâteaux, je m'aperçois aussi que c'est parfois, même ce que tu transmets, c'est un leurre de se croire suffisamment tout-puissant Ouais. pour pouvoir inculquer des choses que toi tu décides parce que toi c'est comme ça et en fait parce que tu vas montrer les enfants vont forcément y adhérer bouche bée et voilà ça n'existe pas donc c'est parfois le résultat est aussi différent parce que chaque individu a sa propre existence qui dépasse tout ça et je sais que ça n'a pas du tout été les mêmes rapports avec mon fils aîné ou avec ma fille. Donc j'ai essayé de leur transmettre certaines valeurs ou mon regard sur les choses. Après, je pense qu'il y a entre le discours de ce qu'on dit, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, comment il faut faire. Et je pense que finalement, on éduque aussi beaucoup plus par inconsciemment par comment on s'y prend, les actes qu'on fait en fait. Il y a le discours et la façon dont on se comporte. Donc si on a un rapport un peu bordélique à l'argent, qui a pu être mon cas, si on a un rapport anxieux avec l'argent, tout son rapport, je pense que c'est plus finalement ça que les enfants reçoivent qu'un discours avec des placements et ta tirelire, etc. Et il se trouve que ce qui a peut-être été un peu compliqué pour moi, c'est qu'il y a une phase où ils étaient adolescents, où je me suis séparé de leur mère et par concours de circonstances, j'en ai eu la garde. Donc j'ai fait quand même toute l'adolescence tout seul avec eux, avec les deux à Paris. Boulot Et que à temps finalement, l'adolescence et le rapport à l'argent, les besoins, les réseaux sociaux, la surconsommation, la façon d'exister par rapport à ses pairs, avec ce qu'on possède. C'est vrai que ça m'a quand même, je me suis confronté à des choses où voilà, il y a peut-être un truc générationnel, mais ça n'a pas été si simple Ouais. de gérer ça. Donc j'ai fait au mieux en fait. Je sais pas, ça on verra là, dans quelques temps si tout ça c'est bien apaisé, mais avec mon fils ça a été quand même assez compliqué. Ok. Euh,
Qu'est-ce que tu ferais de différent dans ton parcours pro ou perso si tu avais eu plus d'argent? Est-ce que déjà ça aurait été mieux, moins bien? Pas de backtrading en fait, tu vois, je suis pas sûr que Ouais. je me pose pas vraiment la question. Bah, si tu en as plus, peut-être tu as certaines opportunités, mais peut-être qu'il y a des choses aussi que tu t'enlèves, peut-être un espèce de besoin viscéral d'aller conquérir des choses. Je sais pas ce que j'aurais fait de très différemment. Euh, je me suis affranchi assez vite. Tu vois, quand je suis parti du conseil, j'ai commencé à essayer d'être réalisateur, puis producteur. Voilà, rapidement, je suis devenu intermittent du spectacle. Puis après, j'ai monté une petite société, puis une deuxième. Puis après, j'ai collaboré avec d'autres boîtes. Donc, je ne sais pas si j'aurais fait des choses très, très différentes. En toute objectivité, je ne me pose pas vraiment la question. J'ai fait au mieux avec les armes et les cartes qui étaient les miennes, en fait. Qu'est-ce que tu as... Et ça rejoint la question que je voulais te poser, mais t'es parti trop vite et j'ai pas eu le temps de te poser la question. Ça, c'est un truc du Sud. Les mecs, ils ont une espèce Je me fais embarquer, mais c'est très bien. Tout à l'heure, tu parlais de... Je me reconnecte à moi-même. J'avais envie déjà, de te poser la question, comment tu fais pour te reconnecter à toi-même? Alors, on sort complètement du cadre du podcast. Et deux, tu bossais dans le conseil après tes études et après ton break de 6 mois en Asie. Et tu es parti dans l'audiovisuel. Qu'est-ce qui s'est passé j'imagine qu'il te manquait quelque chose dans le conseil, ça n'avait plus de sens. C'est ce que tu vas nous dire. Et puis, comment tu fais pour te reconnecter à toi-même? Alors, se reconnecter à soi-même, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire pendant toute une vie. En fait, il faut toujours rester connecté à soi-même et essayer de se mettre au centre de sa propre existence et un peu moins dans le rapport aux autres, au monde, ce qu'on attend de soi. En fait, il faut toujours essayer de se connecter quand même à ses propres besoins et être capable de nourrir ses propres besoins. Donc ça, c'est un travail que j'espère pouvoir faire encore longtemps au maximum. Après, quand j'étais plus jeune, en effet, je me suis retrouvé à bosser dans un cabinet de conseil à Londres en fin des années 90, début des années 2000. Là, j'étais vraiment post-école de commerce. Il y avait une espèce de voie royale. À l'époque, c'est vrai que le marché du travail était assez dynamique et qu'on trouvait du travail facilement. Je ne sais pas, c'était pas vraiment un choix de sens, mais à ce moment-là, il y avait un choix un peu de raison. J'avais fait un grand voyage, il me fallait de l'argent assez vite. Le conseil, c'était très bien payé. Tout le monde me disait que c'était une bonne école. Ça permettait d'aller retourner à Londres, qui était une ville que j'aimais beaucoup. Donc, j'y suis allé sans véritable conviction, en fait. Je suivais un peu une espèce de mouvement général de diplômés post-école. Assez vite, c'était un milieu qui m'a apporté quand même beaucoup de choses, que j'ai trouvé intellectuellement stimulant. Mais très vite, je me suis dit, en fait, j'avais remarqué quand même que dans la façon de procéder, la grosse boîte a quand même ses lourdeurs. Je me suis aperçu que j'y étais quand même complètement allergique. Et on était toujours à 6 mois de devenir plus ou moins sous-chef de quelque chose ou d'un petit bonus, qui faisait qu'en fait, on avait toujours quand même une bonne raison d'y rester. Continuer. Et il y a eu un moment, donc après 3-4 ans, où je souffrais quand même un peu d'une absence de liberté. En fait, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, est-ce que vraiment c'était ça mes rêves de quand j'avais 18 ans? Est-ce que j'ai fait des études difficiles et tout pour être en costard gris dans une usine à Manchester, à essayer de faire des process et de la stratégie de je sais pas quoi? Est-ce que vraiment ça m'intéresse, premièrement? Deuxièmement, j'étais quand même entouré de gamins qui parlaient comme le prince Charles, où je vois bien que la dynamique de la compète, justement de l'argent et des bonus, et c'était un Londres assez... c'était avant la bulle Internet, il y avait quand même quelque chose qui était assez dynamique, assez chouette à vivre, mais qui manquait un peu de sens. Et il se trouve que l'élément déclencheur, c'est comme dans les scénarios, il y a toujours un élément déclencheur. La compagne que j'avais à l'époque est tombée enceinte très vite et on s'est retrouvé donc je me suis retrouvé à devenir papa et ça a été un peu un volcan émotionnel et j'en ai profité pour me dire mais voilà, si jamais je garde cet enfant et que je deviens un père, est-ce que ça serait pas l'occasion de faire un tout petit stop, d'aller un peu moins vite et de vraiment réfléchir à qu'est-ce qui me faut en fait, qu'est-ce qui me rend heureux, comment je vois la vie, y compris avec cet enfant. Et j'en suis quand même arrivé à la conclusion qu'il y avait certainement des envies, des rêves ou des ambitions que j'avais eues jeune et que pour X ou Y raison, on a tous un peu ces empêchements que j'avais pas forcément avoué, assumé et que j'avais pas poursuivi surtout. Et je me suis dit, c'est jamais trop tard, tu es bien formé, tu as 30 ans, est-ce que tu n'essaierais pas de réfléchir à vraiment qu'est-ce qui te fait le plus envie? Et petit à petit, parce qu'avoir fait du conseil, ça te donne quand même quelques bases analytiques, tu vois, de marché, j'ai bien réfléchi et j'en suis arrivé à la conclusion que faire quelque chose de plus artistique, lié à l'audiovisuel, qui implique des voyages, avec la dimension potentiellement du sport, des rencontres, mettre le lien humain plus au centre de mon activité, c'était quelque chose qui allait bien m'aller. Donc j'ai essayé de me reconvertir pour devenir réalisateur et producteur. Ça a pris quelques années, mais je ne le regrette pas un seul instant en tout cas.
pour devenir celui que j'ai devant moi aujourd'hui? Ouais, alors on est toujours une matière Vivante. voilà, mouvante, donc oui, bah oui, d'une certaine façon, ouais. Dans une ancienne vie professionnelle, j'étais amené à rencontrer des personnes pour les conseiller sur leur patrimoine. Et la première question qu'on leur posait, c'était pour vous, avoir de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Et je le répète souvent ici, puisque c'est une des dernières questions que je vais te poser. Et il faut qu'à un moment donné, Ouais, je t'en prie. que C'est je te toi qui es le libère. maître du temps. On leur demandait, pour vous, c'est quoi l'argent? Et on avait des réponses qui étaient, un éventail de réponses qui était suffisamment large pour se dire qu'il n'y avait pas de bonne réponse, évidemment. Il y en avait qui nous disaient, pour moi, c'est la liberté, la puissance aussi, très souvent, la sécurité. Tu parlais de puissance tout à l'heure. Pour toi, c'est quoi avoir de l'argent? Tout ça, j'ai bien conscience que disposer de beaucoup d'argent confère un sentiment de puissance. J'ai bien conscience que ça peut donner un sentiment de sécurité. Mais en fait, est-ce que ça ne te protège pas non plus de te faire écraser au coin de la rue ou de tomber malade demain? Et à ce moment-là, est-ce que vraiment, voilà, en fait, c'est des notions qui, oui, existent, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu des leurres et un peu des fantasmes, en fait. Moi, la première fonction de l'argent, je trouve, c'est de satisfaire tes besoins premiers, en fait. Déjà, moi, pouvoir ne pas m'inquiéter trop de où je vais dormir, où je vais manger, comment je vais élever mes enfants. Je pars vraiment de la base. Donc, je ne sais pas s'il faut mettre un montant, mais avoir de l'argent, c'est juste pouvoir faire en sorte que ça n'occupe pas trop de place dans ta vie pour essayer d'en trouver, en fait. Voilà. Je peux avoir le besoin d'en gagner, évidemment, mais ne pas être en quête de comment je vais faire demain. Et avoir cette liberté-là, c'est déjà beaucoup, je trouve. Donc, je ne sais pas que les réponses que tu avais obtenues. Moi, j'ai reçu plein d'appels parfois de gens qui veulent te faire des placements, tout ça. Ils me disent, c'est quoi vos ambitions de patrimoine? Qu'est-ce que vous voulez faire de l'argent? J'ai pas la moindre idée, en fait. J'en sais rien, dites-moi, j'en sais rien. Donc, je sais pas si là, il y a un montant à partir duquel tu considères que tu as de l'argent. Je trouve que le luxe, c'est d'essayer d'en avoir quand même suffisamment pour pas trop se poser la question de savoir si tu en as ou pas, en fait. Tu vois, Okay. C'est peut-être un peu alambiqué comme réponse. Ouais, je comprends, mais j'entends la réponse. On a interviewé un paysan artiste passionnant. Ça nous a mis une claque, qui s'appelle Samuel Lewis, et qui considère l'argent comme un piège et qui ne veut pas prévoir, et qui vit au jour le jour, et qui probablement accepte, s'il a un problème de santé, de laisser aller, et c'est la vie, et c'est comme ça. C'est très aliénant aussi d'avoir beaucoup d'argent, ça peut l'être, en fait. Ça se pose la question de comment je le protège, comment je le fais fructifier, est-ce que j'en donne, comment je le transmets. C'est une prise de tête qui est aussi importante. Enfin, je ne dis pas que ne pas en avoir, c'est pas aussi compliqué, mais je pense que l'argent, c'est à la fois quelque chose de très culturel, de très émotionnel, de très abstrait, mais aussi de très concret. Et le fait que ça soit à la fois très abstrait et très concret, ça ouvre la porte à plein de contradictions, de tiraillements individuels, et c'est peut-être cette complexité-là qui en fait à la fois la beauté et qui impose aussi une certaine humilité, parce qu'au final, tout est démonétisé. C'est quand même quelque chose qui est juste une création, c'est une invention, en fait, de l'argent. Tu vois, c'est finalement assez récent. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est la bonne formule? Je ne sais pas si on la trouve vraiment définitivement. Je pense que les gens qui ont beaucoup d'argent peuvent ne jamais cesser d'être malheureux. Je pense que ceux qui n'en ont pas peuvent finalement aussi trouver du bonheur. Et je pense qu'on peut en avoir pendant des périodes et finalement moins après. Est-ce que se dire que finalement le plus enrichissant, la vraie richesse, elle est parfois un tout petit peu en marge de ça, sans le mépriser, mais sans non plus en devenir un esclave, en fait, de cette puissance-là. Et puis dans le monde dans lequel on vit, je trouve que avoir un tout petit peu de distance par rapport à la frénésie de la marchandisation du monde, c'est peut-être aussi une voie pour être un peu plus heureux ou apaisé. Ok. Merci Manuel Herrero. J'ai une dernière question à te poser, qui est une question que je pose à chaque fois et à laquelle tu n'es pas obligé de répondre, ou du moins pas tout de suite. Est-ce que tu as quelqu'un à me conseiller pour inviter dans ce podcast? Est-ce que tu penses à une personne qui pourrait être intéressante pour nous ou pas? Et tu n'es pas obligé de répondre.
Alors après, de façon nominative, je sais pas, parce qu'après s'ils disent non, tu vois, mais j'ai des amitiés et des gens que j'apprécie beaucoup et je pense que tout le monde a quelque chose à dire sur ton podcast. Mais je pense à ma femme qui est comédienne et qui, je trouve, a un rapport assez riche et intéressant sur tous ces sujets. Mhm. Je pense à un ami qui est député, plutôt de gauche, mais voilà, qui peut être confronté aussi à toutes ces questions-là, qui s'appelle Jérôme Mhm. Gage. Des amis du sport, j'ai plein de gens en fait. Je ne sais Ok. pas si là je devrais te faire la liste, mais en réfléchissant Je suis en bien, train de les noter, je les pourrais, noter je dans peux, ma tête. je pourrais peut-être t'en suggérer un ou deux plus précisément en fonction aussi de tes envies et de leur disponibilité. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à Merci. toi. À bientôt. Je t'en prie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Gling. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous. Partagez-le sur vos réseaux, avec vos amis, avec votre famille. Je ne suis personne dans l'univers du podcast, je débarque de nulle part, et quelques personnes connues ont décidé de répondre à mes questions sur l'argent, et je les en remercie. Pour le reste, je suis Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI, et je vous dis à bientôt en attendant un nouvel épisode. Gling.